Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Télé-Sud. C'est un palais absolument époustouflant, un de ces rêves de pierre qui sont faits pour impressionner. C'est l'écrin du pouvoir, c'est la façade, c'est en même temps le symbole de la richesse. On connaît Versailles, Buckingham, la Maison-Blanche, le monarque se met en scène. Il y a aussi la forteresse du Kremlin, où la cité interdite, une ville dans la ville, où l'empereur se retranche. On ne le voit pas, on sait qu'il règne sur le vide par l'absence. Le palais révélé par Alexis Navalny, et les deux à la fois, c'est un palais immense de style néoclassique, c'est Versailles au bord de la mer Noire, et en même temps, c'est un palais vide. Le maître est absent, on ne sait même pas sûr qu'il soit à lui, il y a des prête-noms, il y a tout un labyrinthe, toute une machinerie financière qui est un labyrinthe, mais cet ensemble est gardé par la police secrète. La zone est interdite de survol, il y a des bunkers, des antennes de radiodiffusion, des pistes d'atterrissage, toute une logistique qui signe l'appareil d'État. La vidéo Palais de Poutine, histoire du plus gros pot de vin au monde, a été diffusée sur les réseaux sociaux et elle a fait un incroyable tabac. Il n'y a pas un documentaire politique dans l'histoire récente qui ait obtenu un tel succès. Plus de 100 millions de vues en l'espace de 10 jours. Et les 2 tiers de ceux qui l'ont regardé sont évidemment des Russes. Ils ont vu l'extérieur du palais tel qu'il a été filmé par un drone et photographié par satellite, 7800 hectares, un jardin couvert, une chapelle, toutes sortes d'un amphithéâtre divers. Ils ont vu aussi l'intérieur tel qu'il a été reconstitué en 3D, reconstitué ou imaginé par les architectes, on ne sait pas très bien. Et là, il y a une dizaine de suites, des meubles absolument hors de prix, un luxe dément. L'ensemble fait 17 000 mètres carrés. Et il aurait coûté donc, si on en croit Alexis Navalny, 1 milliard et 100 millions d'euros. C'est un record absolu. Vladimir Poutine s'est défendu devant des étudiants. Ce palais n'est pas à lui, ni à aucun de ses proches. Et la chaîne russe, la chaîne MASH, a eu le droit, a eu le privilège de se rendre sur place et de faire la visite guidée avec l'un des responsables techniques du chantier, un contremaître en quelque sorte. Et ce qu'elle a découvert, c'est un palais inachevé ou réduit au squelette, des pièces gigantesque en enfilade, mais brute de béton, et on est à des années d'achever ce chantier. Ce n'est donc pas l'antre secrète de l'empereur tout-puissant, c'est un palais fantôme, le chantier d'un rêve inachevé. Bonjour Vladimir Fedorovski, merci d'être sur Télé-Sud, merci de nous accorder un peu de votre temps précieux. Vous êtes en Normandie, et quand je dis que votre temps est précieux, c'est parce que vous écrivez sans cesse. Alors on ne vous présente plus parce que vous êtes le Russe le plus célèbre de France. Je ne dis pas le plus français de tous les Russes parce que c'est la curiosité de l'immigration russe, c'est qu'elles se font dans le décor. Ils sont à la fois toujours totalement russes et en même temps, ils sont totalement français, totalement anglais, totalement américains, totalement le pays dans lequel ils résident, dans lequel ils immigrent. Exactement, parce que le Russe s'intègre. Il aime la France éternelle. Alors vous êtes devenu en tout cas célèbre en expliquant la Russie aux Français à travers vos très nombreux ouvrages, une cinquantaine. Vous en avez publié un qui a eu un grand succès à Noël, qui était sur Staline. Et là, le dernier, c'est le roman vrai de Gorbatchev. Et on voit que vous, au moins, le Covid ne vous fait pas perdre ni la tête ni le temps. Vous occupez bien votre temps quand vous êtes confiné, comme aujourd'hui, dans votre maison normande. Bien sûr, j'ai adoré parce que vous savez que j'étais mêlé à cette aventure de Gorbatchev. Ça se lit comme un roman d'amour parce qu'il y a l'amour entre Raïssa, sa femme, et lui-même. Mais au-delà de ça, ça se lit aussi comme un roman policier. C'est une découverte du XXe siècle comme vous n'avez jamais vu.
Alors, on va revenir, on va longuement parler de Gorbatchev, évidemment, mais je voudrais d'abord, et la perestroïka, parce que vous avez été l'un des acteurs de ce moment historique incroyable. Vous étiez aux premières loges, vous étiez non pas l'observateur distancié, retranché dans sa maison confinée, vous étiez dans l'action, vous étiez auprès du président, du secrétaire général de l'époque. Mais à ce titre, vous avez bien connu le Kremlin. Ses secrets, ses ors, ses ombres, ses fausses perspectives. Vous y croyez à ce palais? Vous pensez qu'il est fait pour Poutine? Vous savez, il y a deux aspects là-dedans. Tout d'abord, l'aspect d'un réussite absolument fantastique, parce que le film a été vu pratiquement par tous les Russes. 200 millions de gens qui ont vu un succès extraordinaire. Il ne faut pas se leurrer, et ça c'est très important. Deuxième aspect qui est plus flou, vous avez dit rien n'est sûr dans cette affaire, que Poutine possède ce palais de toute forme, mais en revanche, ce qui est sûr que les oligarques proches de lui ont fait ce palais. Et même avant-hier, je crois, l'oligarque le plus proche de Poutine, il a dit c'est à moi. Et tout ça, ça reflète une chose qui est gênante pour les Russes, complètement choquante, que ce pays a une sorte en réalité, de système oligarchique qui a été créé par Eltsine encore dans les années 90 grâce au soutien des banques occidentales, quand il y a 5% de la population qui possède 80% des richesses du pays. 120 milliards de dollars sortaient chaque année de ce pays en Occident avec la complicité des banques occidentales. Alors, Vladimir Fedorovski, il y a deux choses. Il y a d'une part le système, la corruption générale. Est-ce que vous croyez, par exemple, que Vladimir Poutine est l'homme le plus riche au monde, comme le prétend Alexis Navalny? Est-ce que vous croyez à ça? Non, pas du tout. Non, vous savez, franchement, je suis meilleur spécialiste que Navalny avec mes livres. J'ai fait un livre sur Poutine qui a été vendu dans le monde entier. Je suis poutinologue antique. Et j'ai vu toutes les maisons, tous les appartements qu'il habitait, même quand il était à Saint-Pétersbourg, jeune, j'ai vu tout. Vous savez, Poutine, en quelque sorte, la Russie lui appartient. C'est un homme de pouvoir. C'est pas un homme de l'argent. Le système qu'il entretient, c'est un système éhonté, corrompu. C'est un système hérité de Staline, mais simplement sous Staline, il était marionnette des oligarques. Aujourd'hui, Poutine, qui était choisi comme marionnette, il est devenu marionnettiste. Mais on peut imaginer que ce tsar, aujourd'hui il est le tsar de toutes les Russies, mais il peut penser aussi à la suite et se préparer comme ça un nid douillet ou laisser ses amis lui préparer cette retraite dorée sur tranche qui aujourd'hui fait scandale aux yeux des Russes. Ce scandale aux yeux des Russes, c'est sur le système oligarchique qui fait ça. Mais en ce qui concerne Douillet, ça c'est vraiment un raccourci. Lui, il a la possibilité, vraiment la possibilité de vivre dans son palais au Kremlin jusqu'à la fin de sa vie, mais surtout dans son palais près de Moscou, qu'il lui a attribué jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a pas besoin de ça. Mais en revanche, où je soutiens Navalny d'ailleurs sur ce plan-là, je pense que parler de système oligarchique, montrer jusqu'à quel point c'est honteux et contre-productif, c'est quelque chose de positif et c'est pour ça que ce succès formidable artistique est bien là. Mais cela dit, dans mes livres, j'ai parlé de ce que vous appelez le palais de Poutine, mais en fait ce palais des oligarques, encore il y a 12 ans. Il n'a révélé rien. Et est-ce que vous croyez... Alors attendez, ce palais-là, sur les bords de la mer Noire, vous pensez qu'un jour Poutine pourra y aller ou maintenant, après ce scandale public, il est définitivement
Jamais, jamais. Mais ils ont fait, vous savez, Poutine, c'est un homme de service secret. Il aime bien transformer les échecs en victoires. Évidemment, le succès de ce film, c'était l'échec de la propagande pour lui. Alors, il a transformé ça très vite, puisque l'oligarque qui va posséder ce palais, il va faire un hôtel de luxe. Et il a commencé déjà les réservations. Les réservations, dit-on, sont déjà très nombreuses. Ils vont bien remplir ce palais quand ce sera terminé. Alors vous ne me parlez pas d'Alexis Navalny. Donc, en tout cas, ce qu'on voit avec la chaîne MASH, c'est que le palais n'était pas décoré comme le prétendait le film. Quel mauvais goût, quel mauvais goût. La reconstitution, oui, c'est un mais, mauvais oui, goût. mais en fait, c'est faux. Visiblement, il n'y a que du béton à l'intérieur. Mais évidemment, mais c'est faux. Mais quand vous parlez de ça, tout le monde parle de ça et tout le monde dit palais de Poutine. Et tout le monde a retenu, surtout, les Russes ont retenu visiblement, c'est le balai des toilettes doré à leur fin, un plaqué or, à 100 $ pièce, c'est-à-dire le salaire moyen finalement. Et les gens ont manifesté en brandissant ce balai des toilettes pour montrer à quel point ils étaient scandalisés. Bien sûr, mais vous savez, moi j'ai vu comment ça s'est passé à les manifestations, détrompez-vous. Les manifestations ont été de connotation gauchisante. Pas du tout ce que vous pensez pro-occidental. Vous savez, d'une manière générale, je pense que cette affaire révèle quelque chose de très grave pour nous. Le problème, c'est qu'il y a un divorce, sinon la rupture définitive entre l'opinion publique russe et l'Occident. Aujourd'hui, les Russes, ils regardent l'Occident avec une sorte de mépris dans la réalité. Ils pensent que l'Occident était nul dans la gestion du Covid, sans parler des problèmes de migration, etc. Ils ne servent rien vers la Chine. Et je pense que c'est irrécupérable, malheureusement, parce que cette affaire de Navalny, c'est une étape de plus dans cette incompréhension réciproque qui se passe, parce que Poutine, il met ça comme une sorte d'astuce propagandiste. Dans la réalité, il dit l'Occident veut détruire la Russie, Navalny, c'est un agent de l'Occident, et ça ne profite pas de Navalny, mais surtout ça ne profite à personne, parce que vous pensez que vous serez attaqué par la Russie et Poutine veut vous attaquer, et les Russes pensent que vous êtes en train de faire la diversion contre eux pour détruire leur pays. Tout ça, c'est compliqué, mais le résultat est là, la rupture définitive entre la Russie et l'Occident, qui est vue par la Russie comme trahison des valeurs chrétiennes, etc. Mais quoi qu'on pense de l'attitude de l'Occident par rapport à Navalny, de son accueil en Allemagne, du soutien qu'il accable peut-être un peu, dont il profite ici, les Russes doivent être sensibles quand même à son courage, parce qu'il était sûr d'être arrêté en rentrant au pays, et il a réellement failli être empoisonné. Donc ça force le respect, ça, non ? Moi, je respecte beaucoup à titre personnel, mais ce n'est pas la perception de la majorité des Russes. Vous savez, je vais vous dire, les sondages que j'ai vus hier donnent 3% d'avis favorables dans le pays, je ne parle pas de Moscou, pour Navalny, et 65%, Poutine est en baisse, 65%. Vous pensez que 100 millions de vues sur cette enquête, ça ne compte pas les 100 manifestations qui ont eu lieu après l'arrestation de Navalny, qui ont rassemblé quand même des milliers de personnes, parfois par moins 25, moins 30, moins 40 degrés, ce qui dit à quel point il fait froid quand vous êtes dans le nord sibérien, que les gens quand même battent le pavé, tout ça, ça ne compte pas ? Si, ça compte énormément. Le courage de Navalny, il faut le saluer. Il me rappelle un peu Eltsine, en caricature, mais quand même Eltsine avec ce courage-là. Mais Eltsine, il n'avait rien dans la tête, mais en revanche, courageux, extraordinaire. Vous savez, je pose souvent la question, est-ce que le président doit être intelligent ou pas? Pas du tout. Il doit être courageux et avoir un flair. Ça compte énormément, mais vous savez, je vais vous dire, les problèmes qui préoccupent vraiment les Russes aujourd'hui, c'est les problèmes économiques, les problèmes de Covid. Ils sont choqués par le système oligarchique qu'il a montré, Navalny, avec beaucoup de courage et beaucoup d'astuces. Et ça, c'est absolument évident. Il ne faut pas penser. Mais en revanche, si vous me permettez, pour revenir à Staline, vous savez, ne pensez pas que l'Occident a une bonne image en Russie aujourd'hui. Les Russes, ils ne veulent plus l'Occident.
C'est une grande faiblesse de Navalny, qui est considéré comme un agent occidental, Bator a raison. Et je dois vous dire que ça, c'est un énorme problème d'aujourd'hui pour nous tous. Parce que la rupture est bien là, dans les têtes. Ce n'est pas Poutine, mais c'est l'opinion publique russe, ne désire pas l'Occident, et je pense qu'ils vont... au fait, le résultat de ça, c'est la création d'une alliance militaire et économique entre la Chine et la Russie, parce que les Russes considèrent que le continent de l'avenir, ce n'est pas l'Europe, mais la Chine. Il est temps de parler de Gorbatchev, de votre livre, Vladimir Fedorovski. Alors, ce n'est pas un simple portrait, parce que vous avez, comme je le disais, été l'un des acteurs de la perestroïka. Quand vous regardez, en travaillant sur cet ouvrage, quand vous regardez 30 ans en arrière, qu'est-ce que vous avez découvert que vous n'aviez pas compris sur le moment? Vous savez, j'ai découvert que ce personnage, Gorbatchev, qui est le plus haï maintenant en Russie, de toute l'histoire de la Russie, même Eltsine, qui est détesté en Russie, il est moins haï que lui, parce que Gorbatchev, il est considéré comme un crétin et un traître, et Eltsine comme crétin et ivrogne. Pour Eltsine, je suis d'accord, mais pour Gorbatchev, je ne suis pas d'accord. Gorbatchev, il a été prémonitoire. Je pense que dans les années vont passer, il va revenir, puisqu'il a essayé de créer un nouveau monde. C'était une alliance entre l'Europe et la Russie, et c'était profitable pour l'Europe et pour les Russes. Et surtout qu'il a sorti son effusion du sang de la guerre froide. C'était une performance extraordinaire parce que le pays était à une unité nucléaire et on est sorti sans effusion du sang. Il a pris des risques énormes. Il n'a pas réussi certaines choses, beaucoup de choses que le reproche. Mais il était prémonitoire sur beaucoup de choses. Et ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on vit en des moments les plus difficiles et les plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Chacun ment et croit à ses propres mensonges. L'Occident ment et croit à ses propres mensonges. Et Gorbatchev et les Russes, ils mentent et croient à leurs propres mensonges. Gorbatchev, il était tout le contraire de ça. Il était un symbole de l'affinité extraordinaire entre la Russie et l'Europe. Vous pensez qu'il était absolument sincère? Sincère, vous savez, ce livre est bourré d'anecdotes. Quand j'ai demandé à son inspirateur, qui était l'architecte de la perestroïka, Yakovlev, qui était mon ami, il disait Gorbatchev, il mentait. Et le vieux Reagan croyait. Gorbatchev mentait et le plus malin de tous. Mitterrand croyait. Mais Gorbatchev mentait si bien que vers la fin, il a commencé à croire lui-même. Il n'y a aucune nostalgie aujourd'hui en Russie. Il n'y a pas... personne ne se revendique de Gorbatchev. Il est un homme seul. C'est un homme seul. C'est une sorte de tragédie shakespearienne. D'ailleurs, il ne peut pas même voir ses petits-enfants à cause de Covid. Tout ça, c'est absolument évident. Mais vous comprenez, vous avez raconté cette ambiance de verrouillage du temps de Poutine. La Russie était le plus libre dans son histoire, pas avec Eltsine, mais avec Gorbatchev. Mais est-ce que, attendez, sur Gorbatchev aujourd'hui, il vit où, d'abord? Il vit essentiellement à Moscou, mais toute sa famille a un château en Allemagne. Mais à cause de Covid, il est bloqué dans son palais. Alors, est-ce qu'il vit méprisé ou est-ce qu'il a un statut d'ancien président et il est convié à des cérémonies officielles? Est-ce qu'il a une vie publique, même réduite, aujourd'hui en Russie? Les partisans de Navalny l'aiment beaucoup et l'invitent. Le reste méprise et il ne peut pas sortir sans garde-corps. Les garde-corps sont accordés parce qu'il a un statut d'ancien président. Et il a des gardes du corps pour le protéger au cas où les gens voudraient se venger de lui? Il ne peut pas sortir sans garde-corps, autrement il sera tué. Il serait lynché, vous croyez? Bien sûr. Et alors, est-ce que, par exemple, Vladimir Poutine le convie de temps en temps au Kremlin? Il l'a convié autrefois, mais il est devenu, avant Navalny, un très grand critique du système Poutine. Est-ce que Gorbatchev est resté un communiste dans
dans l'âme, ou est-ce qu'il s'est converti? Par exemple, est-ce qu'il va à l'église comme Vladimir Poutine? Il ne se montre pas comme ostensiblement, comme le Poutine ou les grands mafieux à l'église, mais quand sa femme était morte, il y avait une cérémonie orthodoxe et il a fait un signe de croix. Ça, c'est significatif. Mais cela dit, Gorbatchev était tel qu'il est. C'était un partisan du socialisme à visage humain. C'était un social-démocrate. Il ne s'est pas remarié après la mort de Raïssa? Non, il ne s'est jamais remarié. C'est l'amour de sa vie. D'ailleurs, une des histoires romanesques que je raconte dans ce livre, c'est une histoire extraordinaire de Raïssa, avec ses visites, avec les affinités avec les Mitterrand, toutes ces choses-là. La face cachée du XXe siècle est vraiment dans ce livre. Elle a eu une véritable influence politique sur son mari? Certainement. Il y avait deux ou trois, disons, inspirateurs de son action. C'était Raïssa, inspiratrice, égérie politique, comme je l'appelle. Il y avait Yakovlev qui était un concepteur de la perestroïka, un personnage extraordinaire, une sorte de vieux sage à la Dostoïevski, et puis une compagnie qui était mise en scène par Andropov, l'ancien chef du KGB. De quoi vit-il? Quels sont ses revenus à Gorbatchev? Il a une retraite de $15, je crois, aujourd'hui, quelque chose comme ça. Et puisque les retraites du président là-bas ne sont pas énormes, mais vous savez, conférence, c'est un conférencier, ou c'était un conférencier, pour être précis, le plus charmant payé dans le monde. Mais on l'a vu faire, si je vous pose la question, c'est qu'on l'a vu faire une publicité pour LVMH, on va citer la marque, une publicité pour Vuitton. Est-ce que les Russes ont été humiliés de voir leur président réduit à ça? Ou est-ce que ce n'était pas une métaphore de sa vie, finalement, d'avoir été ainsi instrumentalisé par les Occidentaux et illusionné et réduit à un rôle de figurant? Vous savez, les Russes détestent ça, ils méprisent Gorbatchev pour ça. Il a fait une erreur d'accepter ça. Vous comprenez? D'ailleurs, il n'a pas pris l'argent parce que c'était pour sa fondation qu'il a fait. Mais c'était une bêtise, une connerie. Oui. Qu'est-ce qui pourrait changer le regard des Russes sur Gorbatchev? Qu'est-ce qui pourrait le restaurer dans leur estime? Vous savez, Gorbatchev n'appartient pas au passé, il appartient à l'avenir. Moi, je pense que le destin européen de la Russie, c'est lié pas avec Gorbatchev, c'est lié avec la civilisation, avec Tolstoï, avec Dostoïevski, avec les égéries russes. Et c'est pour ça que c'est un homme de l'avenir. Et j'aurais pu vous faire tout un speech sur le système que j'ai créé quand j'étais diplomate personnellement, le système de fusibles contre la guerre. Si le monde va survivre, il faudra revenir à ce système. Parce que je vous dis, tout est détruit aujourd'hui. On vit à la fois en dehors vraiment de tout fusible du droit international. Et en plus, il y avait un mélange de genre. La politique réelle, la propagande se mélangent. Vous croyez ce que vous racontez et les Russes croient ce qu'ils racontent. Comme résultat, on est au bord de la guerre. Vous ne vous rendez pas compte? Attendez, Vladimir Fedorovski, ça fait 2 fois que vous dites ça. Vous croyez que l'Europe va vers la guerre? Vous croyez que le monde est au bord d'une guerre? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Avec la Russie? Parce que vous comprenez, vous avez inventé, la Russie ne menace pas l'Europe en réalité, mais vous avez inventé la Russie comme une menace principale. Vous pensez que les Russes, ils veulent envahir. Les Russes ne veulent pas l'Europe du tout. Ils veulent laisser-les vivre avec leurs immigrants, avec leur gestion nulle de Covid. Laissez-les vivre. Ils ne veulent pas ça. Et les Russes croient que vous allez les attaquer. Vous comprenez? Ça donne... Et le contexte est tel que quand je parle avec les militaires, de l'autre côté, les Russes, les Français, les Américains, ils sont effarés. Parce qu'il n'y a aucun système de prévention. Tout est détruit. Peut-être on va revenir petit à petit parce qu'on est allé trop loin. Mais c'est le moment, parce que c'est pire que la guerre froide. La guerre froide, il y avait des règles. Il n'y a plus de règles. Merci infiniment, Vladimir Fedorovski. Il faut lire la vie de Gorbatchev. Il faut comprendre ce qui s'est joué il y a 30 ans. Il faut peut-être aussi lui rendre
un peu justice, le roman vrai de Gorbatchev, l'histoire secrète racontée par Vladimir Fedorovski. C'est publié évidemment chez Flammarion. Merci à vous. L'info continue et on se retrouve la semaine prochaine sur Télé Sud.